Bonsoir, mes amis. Pennywise, le clown dansant, vous présentera 13 récits d'horreur d'une effroyable intensité. Êtes-vous réellement certain de vouloir entendre ces histoires? À cette heure avancée de la nuit, lorsque le froid s'insinue jusqu'au cœur des os et que le silence ricane plus fort que moi. Ce que vous allez entendre n'est pas une fiction, mais une vérité que son témoin a tenté d'effacer de sa mémoire. En vain. Éteignez les lumières, approchez-vous un peu plus de l'écran, car à partir de cet instant, nul ne ressortira comme il est entré. C'était à l'automne dernier, alors que l'air commençait déjà à mordre la peau. J'habite non loin de vastes zones de randonnée et de camping. Il m'arrive souvent de partir sans le moindre plan, sur un simple élan. Ce jour-là encore, j'avais choisi un sentier presque au hasard, préparé mon sac à la hâte, puis pris la route dès l'aube, sans me douter une seule seconde de ce que cette escapade allait devenir. À près d'1 heure de mon petit village, j'atteignis le point de départ du sentier. Aucun véhicule. Rien. Le silence était si dense qu'il semblait absorber le bruit de mon moteur. Je verrouillai la voiture, passai mon sac sur mes épaules et m'enfonçai dans les bois. La forêt était immobile, figée dans une tranquillité trompeuse. Aucun pas, aucune voix, aucune trace de présence humaine. Mon esprit était étrangement vide. Je marchais sans penser, les yeux rivés au sol, bercé par le froissement feutré de mes pas. Puis, sans avertissement, des craquements secs retentirent devant moi, trop lourds pour être ceux d'un animal. Je levai la tête. Entre les troncs, quelque chose bougeait, rapide, désordonné. Quelques secondes plus tard, je distinguai un homme qui descendait le sentier à toute allure. À mesure qu'il approchait, un malaise glacé me serra la poitrine. Il ne courait pas pour s'échauffer. Il fuyait. C'était une course folle, désespérée. Je me décalai instinctivement pour lui laisser le passage. Lorsqu'il me dépassa, son visage me frappa plus que sa vitesse. Une expression vide, presque démente, ni vraiment terrorisée, ni rationnelle. Ses yeux vitreux traversèrent les miens sans me voir, comme s'il regardait au-delà de moi, ou pire, à travers moi. Je le suivis du regard quelques instants tandis qu'il continuait sa course effrénée. Puis je repris ma marche, tentant de chasser cette impression poisseuse. Pourtant, à peine une trentaine de secondes plus tard, une intuition brutale me força à me retourner. Mon estomac se noua. L'homme était loin derrière, mais il ne courait plus. Il était immobile, planté au milieu du sentier, me fixant droit dans les yeux. Une peur primitive me cloua sur place. Je détournai aussitôt le regard et continuai d'avancer, le cœur battant, incapable de regarder derrière moi avant de longues secondes. Lorsqu'enfin j'osais me retourner à nouveau, il avait disparu. Pas sur le sentier, pas entre les arbres, volatilisé. Je voulais m'éloigner de cet homme, évidemment. Être seul avec quelqu'un d'aussi instable, au milieu de nulle part, n'avait rien de rassurant. Pourtant, plus j'avançais dans la forêt, plus une autre pensée s'insinuait en moi. Et s'il fuyait quelque chose? Et si, en poursuivant ma route, je marchais droit vers ce qui l'avait poussé à courir ainsi? Revenir en arrière signifiait repasser par là où il avait disparu, et cette idée me glaçait davantage encore. Il n'avait pas l'air terrorisé. Il avait l'air fou. Alors j'ai continué. Toutes les quelques minutes, je jetais un coup d'œil derrière moi, les sens aux aguets, mais aucun signe de lui. J'atteignis finalement le campement, un simple espace dégagé entre les arbres, sans cercle de pierre ni repère particulier, un endroit si banal qu'il en devenait inquiétant. Habituellement, les murmures apaisants de la forêt me calmaient, mais cette fois, le silence était trop pur, trop profond, comme si quelque chose retenait son souffle autour de moi. L'air était froid, chargé d'une odeur humide de terre et de feuilles mortes, et cette odeur semblait s'accrocher à mes poumons. Je doutais sans cesse de ma décision.
Peut-être aurais-je dû rebrousser chemin. Je me répétais que l'homme faisait sans doute des sprints pour s'entraîner, que mon imagination s'emballait inutilement. Je le répétais encore et encore, non pour me convaincre, mais pour étouffer ce que je savais déjà. Le soleil déclina lentement, et la forêt, déjà silencieuse, sombra dans un mutisme total. Chaque bruissement lointain devenait distinct, amplifié, presque menaçant. J'aménageais un petit foyer et allumais un feu minuscule, juste assez pour repousser l'obscurité et réchauffer mes mains engourdies. Les flammes projetaient des ombres instables entre les troncs, comme des silhouettes qui se déformaient au rythme du vent. Cela devait faire plus d'1 heure que la nuit était tombée lorsque j'entendis un son terriblement familier. Un son qui, à lui seul, fit se hérisser les poils de ma nuque et glaça mon sang. Des pas lancés à toute vitesse déchirèrent soudain la forêt, à 100 de yards du campement. Trop loin pour distinguer quoi que ce soit, mais je savais, avec une certitude glaciale, qu'il s'agissait de pas humains et non d'un animal égaré. Chaque foulée résonnait distinctement, lourde, volontaire. Puis, après une brève ruée, le bruit s'interrompit net, comme si la course avait été stoppée d'un seul coup. Le silence retomba aussitôt, épais et oppressant. Le feu, censé me rassurer, devint alors une menace. Sa lueur tremblante me donnait l'impression d'être exposé, désigné, offert aux ténèbres. Même si celui qui errait dans les bois m'avait sans doute déjà repéré, je pris, dans la panique, une décision absurde. J'étouffai précipitamment les flammes. La nuit se referma sur moi, totale, aveugle. Je restais immobile, retenant mon souffle, priant pour entendre des pas s'éloigner, ou même s'enfuir. Peu m'importait, tant que cette présence disparaissait. Chaque minute qui s'écoulait tendait un peu plus mes nerfs. Puis cela recommença. Une course effrénée, cette fois droit vers le campement, bien plus proche. Elle s'arrêta brusquement encore une fois, si près que j'eus l'impression que la chose se tenait juste devant moi. Je fixai l'obscurité à l'endroit d'où provenait le bruit, jusqu'à ce que mes yeux s'habituent et qu'une silhouette se détache lentement. Une forme humaine, à demi dissimulée derrière un arbre, parfaitement immobile. Je ne distinguais aucun trait précis, mais sa posture, la façon dont elle me faisait face, donnait la sensation insupportable d'être observé, étudié. Rien d'un comportement normal. Impossible de dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. J'étais presque certain, en revanche, que ce n'était pas l'homme aperçu plus tôt sur le sentier. 2 possibilités s'imposaient alors à moi, soit plusieurs individus rôdaient autour de mon campement, soit cette silhouette était précisément ce que l'autre fuyait. Je n'osais ni bouger ni parler. Ma voix m'aurait trahi, tremblante, révélant la peur que je m'efforçais de contenir. Nous restâmes ainsi, figés, à nous faire face, pendant ce qui me sembla durer une éternité. Puis la silhouette recula lentement, 2 pas à peine, et elle fut avalée par l'obscurité. Ses pas s'évanouirent eux aussi, presque irréels, comme si la personne marchait pieds nus, s'appliquant à ne produire aucun son. Après son retrait, le silence s'étira longuement. L'adrénaline brouillait ma perception du temps. J'aurais juré que des heures passaient, mais il ne s'écoula sans doute qu'une 30aine de minutes. Je ne bougeais pas durant tout ce laps de temps. Lorsque je finis par me décider, je sus que je devais partir. À tâtons, je fouillai mon sac pour en extraire ma lampe, puis je démontai la tente avec une prudence maladive. Chaque geste était mesuré, chaque bruit me semblait assourdissant. La lumière chétive éclairait à peine ce que je faisais. Elle ne suffisait certainement pas à sonder les bois alentour. La personne pouvait très bien se tenir à 15 ou 20 pieds du campement, invisible, à l'affût. J'ignorais ses intentions, mais j'espérais qu'en quittant les lieux sans agitation, je passerais inaperçu. Je repris le sentier. Je ne vis plus personne, n'entendis plus aucun pas, mais sachant à quel point cette présence savait se déplacer sans bruit, je restais sur le qui-vive. L'idée qu'elle puisse ramper derrière moi, me suivre à travers les arbres, suffit à maintenir mon corps en état d'alerte jusqu'au bout. Lorsque j'atteignis enfin ma voiture, je m'y engouffrai et quittai la forêt sans perdre une seconde de plus.
Ce n'est que le lendemain que je remarquai des griffures sur la portière et que la poignée côté passager était brisée, comme si quelqu'un l'avait tirée avec une force telle que le mécanisme avait cédé. Ce fut l'élément de trop, celui qui me poussa à appeler la police. Mais, hormis mon témoignage, cette nuit-là ne mena à rien de concret, laissant derrière elle une peur sans visage et des questions sans réponse. Je ne saurais jamais si c'était l'homme aperçu sur le sentier qui avait tenté de forcer ma voiture, ou si c'était cette autre présence, tapie dans les bois, qui m'observait en silence. Quoi qu'il en soit, cet unique épisode a brisé net mon amour pour le camping, et cette perte me laisse un goût amer. Car lorsque je repense à toutes les horreurs possibles qui auraient pu se dérouler cette nuit-là, dans l'air glacé et saturé d'odeurs de terre humide, je comprends une chose avec une effrayante lucidité. Jamais plus je ne m'aventurerai seul au cœur de la forêt. Je marchais seul, sac sur le dos, à travers une vaste forêt domaniale. Tout le secteur, et le sentier dans son ensemble, étaient strictement réglementés. Des emplacements de campement précis, à réserver à l'avance, imposés sous peine de sanction. Le parcours était interminable. Parcouru dans sa totalité, il s'étirait sur près de 80 miles. Autant dire que les passages des gardes forestiers devaient être rares, presque inexistants. Ces campements balisés servaient surtout à dissuader les ours, à préserver la propreté des lieux et à conserver une trace du nombre de personnes perdues dans ces étendues sauvages, ainsi que de la durée de leur séjour. J'avais pourtant respecté chaque règle. J'avais réservé 2 emplacements, l'un au 12e mile, l'autre au 26e. Chaque site était isolé, séparé des autres par de longues distances. Le plus proche du mien devait se trouver à environ 1 mile. J'atteignis le premier campement après une marche éprouvante, en plein milieu de la journée, et passai le reste de l'après-midi à récupérer, bercé par le murmure du vent dans les feuillages. Durant toute cette première étape, sur le sentier comme autour du camp, je ne croisais pas une seule âme. Personne. La saison était creuse, cela ne m'étonna pas vraiment, mais j'enregistrais ce détail malgré moi. Je me couchai tôt et dormis profondément, ne me réveillant qu'une fois, en pleine nuit, à cause de ce que je pris pour des pas descendant le sentier. Le souvenir est flou. Je me rendormis presque aussitôt, tout en trouvant étrange qu'on puisse marcher à une heure pareille. Il devait être entre 2 et 3 heures du matin. L'idée ne troubla pas suffisamment mon repos pour m'alarmer. À l'aube, je pris un maigre petit déjeuner, avalai un café brûlant, puis repliai mes affaires pour rejoindre le second campement. Le sentier était toujours aussi désert que la veille. Cette portion était plus longue de 4 miles, s'enfonçant davantage dans la forêt, gagnant en altitude, et je n'atteignis ma destination qu'à la tombée du jour. Le soleil n'avait pas encore disparu lorsque je montais la tente, mais le ciel se chargeait déjà d'ombre, et lorsque le feu prit enfin, la nuit s'installait. Je n'avais encore vu personne de toute la journée. À ce stade, ce calme absolu devenait presque anormal. J'essayais pourtant de savourer ce silence, conscient qu'il était rare. Les heures passèrent. N'ayant aucune marche prévue pour le lendemain, je veillais plus tard que d'ordinaire. Il devait être environ 9 ou 10 heures lorsque des pas résonnèrent, très loin, sur le sentier par lequel j'étais arrivé. Au même instant, une lueur apparut. Une simple lampe frontale, vacillante, glissant entre les troncs, se rapprochant lentement de mon campement. Je trouvais insensé que quelqu'un marche encore plusieurs heures après le coucher du soleil, et je fis aussitôt le lien avec les pas entendus la nuit précédente. Pourtant, si c'était la même personne, j'aurais forcément dû la croiser. Comment avais-je pu passer à côté sans la voir? Je tentais de balayer ses pensées, tout en continuant d'observer la lumière. Elle s'approcha encore, puis s'immobilisa soudain. On aurait dit qu'elle me faisait face. Quelques secondes plus tard, elle se remit en mouvement, quitta le sentier et s'enfonça dans la forêt, à l'écart de mon camp. Puis, une vingtaine de secondes après, elle s'éteignit. Plus aucune lueur, plus aucun pas. J'eus la désagréable impression que, précisément au moment où cette personne avait pu distinguer ma présence ou la lueur de mon feu, elle avait choisi de disparaître, comme si elle refusait d'être vue. Et cela, bien plus que tout le reste, m'inquiéta.
Si elle s'était contentée de passer, j'aurais trouvé cela étrange, certes, mais pas menaçant. Mais quitter volontairement le sentier, en pleine nuit, éteindre sa lampe au moment exact où mon camp devenait visible. Qu'est-ce que quelqu'un pouvait bien chercher à faire dans le froid mordant et l'odeur âcre de la forêt nocturne? Je continuais de fixer cette direction pendant ce qui me parut une éternité, sans doute un quart d'heure, peut-être 20 longues minutes, mais depuis l'extinction de la lumière, plus rien ne bougeait. À force d'attendre, je finis par me convaincre que cette personne avait simplement improvisé un maigre bivouac quelque part dans les bois pour y passer la nuit. Peut-être avait-elle réservé un emplacement à plusieurs miles au nord, pris du retard, et, la fatigue aidant, décidé de s'arrêter là, par un hasard troublant tout près de moi. Cela n'expliquait en rien les bruits de la nuit précédente, mais je n'avais aucun moyen de savoir s'il s'agissait du même individu. 1 heure s'écoula encore. Je ne saurais dire pourquoi je restais éveillé, occupé à nourrir le feu. La somnolence ne venait pas. Mon corps semblait m'ordonner de veiller, comme s'il pressentait quelque chose. J'obéis à cette intuition, et je lui en fus reconnaissant, car soudain, un son s'éleva derrière moi. Un froissement presque imperceptible, le craquement étouffé de feuilles mortes, juste au-delà du cercle de mon campement, comme si quelqu'un s'efforçait de poser le pied sans bruit. C'était proche. Bien trop proche. Je me redressai d'un bond et scrutai l'obscurité, mais je ne distinguais rien. À cet instant précis, tout mouvement cessa. Je plongeai la main dans mon sac et braquai ma lampe vers la forêt. À une dizaine de yards à peine, se tenait un homme, immobile. Sa présence me frappa immédiatement. Il ne ressemblait en rien à un randonneur. Des vêtements ordinaires, aucun sac, aucun équipement. Plus étrange encore, il ne réagit pas à la lumière, comme s'il espérait que je ne le voie pas malgré l'éclat brutal de la lampe. Ce n'est que lorsque je lui lançai, d'une voix tremblante, ce qu'il faisait là, qu'il sembla hésiter. Un instant, j'eus l'impression qu'il allait détaler, puis il choisit d'avancer vers moi, lentement. Un sourire s'étira sur son visage, et plus il approchait, plus un malaise viscéral me gagnait. Quelque chose clochait. Pire, quelque chose m'était familier. Je l'avais déjà vu. J'en étais certain, sans pouvoir dire où ni quand. Puis il prononça mon nom, comme si nous étions de vieux amis. Mon sang se glaça. J'étais sûr de ne jamais lui avoir parlé, jamais m'être présenté. Tout au plus l'avais-je aperçu, croisé fugacement. Alors comment connaissait-il mon nom? Et pourquoi rôdait-il ainsi autour de mon camp? La vérité me frappa d'un seul coup. Cet homme me suivait. Pas seulement ce soir-là, mais depuis plusieurs nuits. Assez longtemps pour me pister jusqu'au sentier, puis s'enfoncer derrière moi dans la forêt. Voilà pourquoi il ne portait aucun équipement. Il marchait à distance, hors de mon champ de vision, et attendait la nuit pour me chercher, persuadé que je dormais. L'odeur froide de la terre humide me monta aux narines, tandis que tout s'assemblait dans mon esprit. Il continuait d'avancer, sourire figé, et répéta mon nom, cette fois sur un ton presque blessé, comme s'il ne comprenait pas ma peur. Je reculai et saisis mon sac. Son visage se vida soudain de toute expression. D'une voix plate, dénuée d'émotion, il me demanda ce que je faisais. Je ne répondis pas. J'attachai mon sac et me dirigeai vers le sentier. Il hurla mon nom une dernière fois, avec une agressivité brutale, puis ses pas s'accélérèrent. Je m'élançai sur le sentier, lampe éteinte, espérant le semer dans l'obscurité. Heureusement, il ne sembla pas poursuivre longtemps. J'entendis sa course derrière moi durant une quinzaine de secondes, sans qu'il s'éloigne réellement du camp. Je marchais toute la nuit, le cœur battant, utilisant mon téléphone satellite d'urgence pour contacter les autorités, tout en m'éloignant autant que possible. Finalement, plusieurs miles plus loin, je rencontrai un garde forestier, non loin du campement de ma première nuit. Je quittai la forêt sain et sauf. Ils ne retrouvèrent jamais l'homme. Aucun véhicule au point de départ, aucune réservation à son nom. Pour disparaître ainsi sans laisser de traces, il aurait dû quitter les sentiers et traverser des dizaines de miles de forêt dans la bonne direction. Et cette pensée, plus que tout le reste, continue de me hanter. Dans une forêt semblable à celle-là,
s'enfoncer sans presque aucun équipement relève de la folie pure. Survivre dans un tel labyrinthe glacé est déjà une épreuve redoutable pour un randonneur chevronné. Alors pour un simple rôdeur, sans expérience réelle, qui m'aurait suivi jusque-là, cela tient presque de l'impossible. Pourtant, l'idée qu'il ait pu en réchapper continue de me glacer le sang. Je ne sais toujours pas qui il était, sinon un visage entreaperçu autrefois à un moment indéfini de ma vie. Et cette ignorance est peut-être la chose la plus terrifiante. S'il a réussi à quitter la forêt, alors il pourrait encore m'observer, tapi quelque part, patient et silencieux. Qui peut dire si les rencontres passées n'étaient pas déjà le début de cette traque, si je n'étais pas suivi bien avant de m'en rendre compte? Et pourtant, au fond de moi, là où la peur se mêle à une noirceur que je peine à admettre, subsiste un espoir inavouable, celui qu'il n'ait jamais retrouvé la sortie de cette forêt froide et sans pitié. Il y a quelques années, je traversais une période creuse, coincée entre deux emplois, avec trop de temps libre et l'esprit en friche. L'idée m'est venue de louer un van aménagé et de disparaître sur les routes pour un long voyage. J'ai fait mes calculs. Au lieu de dilapider mes économies dans un vol vers une destination agréable mais impersonnelle, je pouvais m'offrir 3 ou 4 semaines d'errance. Les villes ne m'attiraient guère. J'aimais la nature, le silence, et je voulais m'y confronter, mais d'une manière un peu plus sûre, plus accessible. Dormir sous une simple tente, seul au milieu de nulle part, m'intimidait encore. En revanche, être enfermé dans une boîte de métal, avec la possibilité de démarrer et de fuir à tout instant, me semblait rassurant, du moins pour mes premières expériences. J'ai donc pris le van et mis le cap vers le nord, là où s'étendent les forêts nationales et les terres publiques ouvertes aux campings sauvages. Les premiers jours, je me contentais de dormir sur des aires de repos pour camions, juste assez longtemps pour reprendre la route. Je crois que je m'acharnais trop à vouloir que mon premier vrai campement soit exceptionnel, presque mythique, au lieu de choisir un lieu simple et aménagé où j'aurais pu apprendre tranquillement. Ce n'est que le 3e jour que l'occasion se présenta enfin. Je roulais sur une route interminable, cernée de terres publiques à perte de vue. Une application m'indiquait des emplacements où d'autres campeurs s'étaient arrêtés, et j'en avais enregistré plusieurs sur mon GPS, par précaution. Ce que je n'avais pas envisagé, c'est qu'aucun d'eux n'existait réellement. À chaque point atteint, il n'y avait rien. Pas de sentier, pas de traces humaines, rien d'autre que le vent et l'odeur sèche de la poussière. Je dus rouler près d'1 heure sur cette piste non goudronnée, rude et cabossée, sans jamais trouver ce que j'avais prévu. La frustration monta, mêlée à une inquiétude sourde. Je m'éloignais de plus en plus, et le jour déclinait. J'avais l'impression de courir contre le soleil, conscient qu'une fois la nuit tombée, repérer ces chemins presque invisibles deviendrait impossible. Pire encore, je n'avais plus aucun réseau. Impossible de consulter l'application pour chercher une alternative. Il m'aurait fallu faire demi-tour pendant 1 heure entière pour peut-être tomber sur d'autres emplacements fantômes. Alors j'ai continué. Et c'est là que j'aperçus à peine une trace, un mince passage quittant la route principale. J'avais déjà dépassé de 30 minutes tous les endroits que j'avais repérés et c'était le premier semblant de chemin que je voyais. Il paraissait encore plus accidenté que la route elle-même, mais le van pouvait y passer. Incapable de vérifier quoi que ce soit, je me convainquis que ce devait être un campement, puisqu'il se trouvait sur la même voie que tous les autres supposés emplacements. Je fis marche arrière et m'engageai sur le sentier. Les phares éventraient l'obscurité naissante tandis que j'avançais lentement entre les arbres. Après environ 5 minutes, le chemin s'arrêta net. Au bout, un unique espace, à peine assez large pour accueillir le van. Aucun autre embranchement. Aucun signe de vie. Juste ce recoin isolé, perdu au cœur des bois. Pour une première nuit en pleine nature, l'endroit me troubla profondément. J'espérais secrètement trouver d'autres campeurs non loin, entendre des voix, des pas, n'importe quoi qui briserait cette solitude écrasante. Être entièrement seul me semblait excessif, presque insupportable.
Je restai immobile quelques minutes, assis derrière le volant, observant la forêt. Une sensation lourde, presque maladive, s'installa en moi. L'air était froid, chargé d'une odeur de résine et de terre humide, et le silence avait quelque chose de menaçant. Mon instinct hurlait de repartir, m'assurait que quelque chose clochait. Un autre jour, dans un autre état d'esprit, j'aurais fait demi-tour sans hésiter. J'aurais pris le temps de réfléchir, de trouver un autre endroit. Mais la fatigue et la frustration eurent raison de moi. Je me persuadais que c'était ma peur qui parlait, que mon esprit s'affolait simplement parce que je sortais de ma zone de confort. Et contre toute raison, je décidai de rester. Je coupais le moteur et me glissai à l'arrière du van. La nuit était déjà bien installée, lourde et opaque, si bien qu'il n'y avait rien à faire dehors avant le lever du jour. Je m'allongeai quelques instants pour relâcher la tension du trajet, respirant l'odeur froide du métal et du bois, quand des pas crissèrent soudain à l'extérieur. Avant même que je puisse me redresser, un coup sec retentit contre la vitre côté conducteur. Je n'étais là que depuis quelques minutes. J'en conclus aussitôt qu'il s'agissait forcément d'un autre campeur. J'avais dû le manquer en descendant la piste ou ne pas voir son emplacement. Je me rendis à l'avant et aperçus un homme debout près de la portière, le visage collé à la vitre, m'examinant dans la pénombre. Il esquissa un sourire bref, maladroit, comme s'il cherchait à paraître inoffensif. Je lui demandai si tout allait bien. Il répondit que oui, se présenta sous le nom de Mike et expliqua qu'il voulait simplement saluer son voisin avant que la nuit ne devienne trop noire. Je découvrais encore ce monde-là et j'ignorais si ce genre de visite relevait d'une politesse normale. Pourtant, plusieurs détails me dérangèrent immédiatement. D'abord, je n'avais aucune idée de l'endroit où il campait, ni de la manière dont il avait pu se trouver si près de moi. Ensuite, l'obscurité était déjà totale. Le soleil avait disparu depuis longtemps. Enfin, son comportement était étrange. Il se déplaçait nerveusement, son corps agité de petites tiques, et ses yeux ne cessaient de glisser par-dessus mon épaule vers l'ouverture menant à l'arrière du van, comme s'il attendait que quelqu'un surgisse derrière moi. Cette inquiétude muette accentua mon malaise. Je le remerciai d'être passé, sur un ton poli mais pressé, cherchant à écourter l'échange. Lorsque je reculais, je remarquai qu'il n'avait pas bougé. Les pieds solidement ancrés au sol, il me regarda m'éloigner vers l'arrière du véhicule. J'attendis une quinzaine de secondes, puis j'écartai doucement le rideau. Il avait disparu. Aussitôt, je scrutai les petites fenêtres tout autour du van, à la recherche d'une lueur, d'un indice indiquant son campement ou la direction qu'il avait prise. J'espérais presque apercevoir une lanterne ou une lampe frontale. Rien. J'examinais chaque côté, longuement, sans distinguer la moindre lumière. Les arbres formaient une muraille noire et silencieuse autour de moi, sans aucun signe de vie humaine. L'idée de repartir me traversa l'esprit. Être seul, au cœur des bois, avec cet homme qui m'avait inspiré un tel malaise, ne me rassurait pas. Pourtant, je me dis que si je pouvais simplement voir où il allait, ou où il dormait, je me sentirais plus en sécurité. Au moins, il ne pourrait pas surgir sans prévenir. Je fis le tour des fenêtres pendant près de 20 minutes, en vain. Puis je compris que si je ne trouvais aucune réponse, je devrais partir. Et je n'avais aucune envie de revivre cette errance nocturne. Alors je pris une décision stupide. Je retournai à l'avant, ouvris la portière et sortis. Le silence était absolu. Une obscurité presque totale m'enveloppait de toutes parts. Même le chemin par lequel j'étais arrivé n'était plus qu'une ombre indistincte. Je restais immobile, tournant lentement la tête, cherchant le moindre signe. L'air était glacé, chargé d'une odeur de terre humide, et une sensation oppressante me parcourut l'échine, me donnant des frissons incontrôlables. Mon instinct criait de partir. C'est alors que j'entendis un léger frottement juste derrière moi. Je fis le tour du van, le cœur battant, sans rien voir. Pourtant, le bruit venait bien de là. J'hésitais, puis m'agenouillai lentement et regardai sous le véhicule. Je n'aperçus qu'une fraction de seconde ses yeux, brillants, fixés sur moi dans l'obscurité,
avant de me redresser et de me précipiter à l'intérieur. J'entendis sa voix m'appeler, tandis que le van tremblait légèrement lorsqu'il se glissa hors de dessous le châssis. J'eus à peine le temps de verrouiller que des coups violents s'abattirent sur la porte. À travers la vitre, je le vis encore. Son corps était secoué de mouvements nerveux, incontrôlés. Son regard avait changé, sauvage, bestial, chargé d'une violence brute. Il ressemblait à un animal atteint de la rage. C'était cette folie, pure et dénudée, qui me glaça plus que tout le reste. Il frappait la vitre de toutes ses forces, martelant le verre avec une rage inhumaine. J'ai mis le contact et lancé le van, le cœur battant à rompre. Derrière moi, je l'entendais encore tenter de s'agripper à la carrosserie, griffant le métal, cherchant désespérément une prise pour entrer. La piste était chaotique, défoncée, et je savais qu'une crevaison ou un enlisement signerait ma fin avec cet homme à mes trousses. À plusieurs reprises, alors que je fuyais, il parvint à me rattraper, tentant encore de forcer l'accès, surgissant de l'ombre comme une bête traquant sa proie. Puis, à mi-chemin environ, j'obtins enfin assez d'avance pour rejoindre une route toujours rude, mais moins traîtresse. Je roulais sans m'arrêter pendant près de 2 heures, jusqu'à atteindre une petite ville endormie. Je ne dormis pas cette nuit-là. Les images revenaient sans cesse, mêlées à l'odeur froide de la forêt et au bruit sourd de ses coups contre la vitre. Je suis convaincu que si j'étais resté, ou s'il avait réussi à entrer dans le van, je n'aurais jamais quitté cette forêt. Personne ne m'aurait jamais retrouvé. Le souvenir de son regard, cette lueur folle, sadique, presque jubilatoire lorsqu'il m'avait observé se cacher, continue encore aujourd'hui de me glacer le sang. C'était au cœur de mes vacances d'été, à l'âge de 21 ans, alors que j'étais encore étudiant. Pour la première fois depuis mon entrée à l'université, je n'étais pas rentré chez mes parents pour les 3 longs mois de pause. J'avais choisi de rester dans la région. Un ami proche possédait un logement non loin du campus, avec une chambre inoccupée qu'il me proposa de louer pour une somme presque indécente tant elle était dérisoire. Côté travail, je papillonnais. Mon emploi du temps universitaire, chaotique et imprévisible, m'obligeait à changer régulièrement d'activité. Depuis quelques mois déjà, et plus intensément durant cette période, je m'étais tourné vers la garde de maison. Quelques sites et applications suffisaient pour s'inscrire, et la tâche, en apparence, tenait plus de la villégiature que du labeur. La plupart des propriétaires possédaient de vastes demeures coûteuses, parfois peuplées d'animaux ou de plantes délicates à surveiller pendant leur absence. En échange, je recevais un salaire et le privilège de vivre, quelques jours ou plusieurs semaines, dans un luxe qui n'était pas le mien. Cette maison-là, je l'avais obtenue à peine 2 jours après le début des vacances. La veille du départ des propriétaires, je m'y rendis pour recevoir les consignes et la liste des choses à faire. Le couple, sympathique, semblait avoir une 30aine d'années. Pourtant, dès mon arrivée, un malaise diffus m'effleura. La bâtisse était petite, ancienne, presque insignifiante, plantée seule dans la plaine, à la lisière de la ville. Rien à voir avec les demeures habituelles que l'on confiait à un gardien. Et il ne partait que pour 4 jours. Je crus d'abord à de l'argent facile. Ce n'est qu'à la toute fin de notre entretien que la véritable raison de leur demande affleura. Le jour, me dirent-ils, il suffisait d'arroser les plantes et de s'assurer que la maison ne prenne pas feu. La nuit, en revanche, il valait mieux se montrer vigilant. Des inconnus récemment étaient venus rôder. Rien de grave, assurèrent-ils aussitôt, interrompant leurs propres paroles pour minimiser, pour se convaincre, et me convaincre, qu'ils exagéraient, qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Je ne réalisais l'étrangeté de ces propos que le lendemain, lorsque je revins seul après leur départ. L'isolement de cette vieille maison au milieu des plaines me pesa aussitôt. À travers chaque fenêtre, le regard se perdait dans une mer d'herbes hautes. La lisière des arbres, lointaine, se dissolvait presque totalement à la tombée de la nuit. Mais plus encore que la vue, c'était le silence qui oppressait. Un silence épais, glacial, qui avalait tout. Chaque craquement du parquet, chaque soupir des murs semblait amplifié,
comme si la maison respirait à mon oreille. Une part de moi songea à partir. J'avais l'impression qu'on m'avait caché quelque chose, que ce lieu n'était pas aussi anodin qu'on me l'avait laissé croire. Pourtant, la première nuit s'écoula sans incident. Au matin, rassuré malgré moi, je préparai le petit déjeuner, fis quelques tâches ménagères, puis m'installai sur le perron. Les propriétaires m'écrivirent pour prendre des nouvelles. Je répondis que tout allait bien. Assis là, seul, l'air froid me mordant la peau, l'odeur de l'herbe balayée par le vent, j'éprouvais même une certaine quiétude. Le bruissement des tiges, le passage des oiseaux, un calme rare, loin du tumulte du campus. À la tombée du jour, je rentrai regarder la télévision. La nuit s'épaississait et aux alentours de 8 heures, je me levai pour m'étirer. Presque machinalement, je m'approchai d'une fenêtre et écartai le rideau. Dans le champ, quelqu'un se tenait debout, immobile. Mon esprit refusa d'abord d'y croire. Je restais figé, à l'observer. Il fixait la maison. Plus les secondes passaient, plus une angoisse glacée s'insinuait en moi. Finalement, le cœur battant, je refermai brusquement le rideau. Était-ce donc cela dont les propriétaires avaient voulu parler ? Plus j'y réfléchissais, plus un frisson d'aimant me parcourait l'échine. Ici, à l'extrémité du monde habité, un inconnu observait cette maison décrépite, plantée seule dans la plaine. Quelque chose clochait, profondément. Je tirai de nouveau le rideau. L'homme était toujours là. Mais en laissant mes yeux s'habituer à l'obscurité, je compris qu'il n'était pas seul. D'autres silhouettes se dessinaient autour de lui. 3, peut-être 4. Impossible de distinguer avec certitude si certaines étaient des corps immobiles ou de simples ombres engendrées par les herbes hautes ondulant sous le vent glacé. Une odeur humide de terre froide semblait s'infiltrer jusque dans la maison. Sans les paroles étranges des propriétaires, je n'aurais jamais cru ce que je voyais. Je leur envoyai aussitôt un message décrivant ces gens postés devant la maison. La réponse me déconcerta. Ils m'assurèrent que ces individus ne feraient rien, qu'ils n'avaient jamais rien fait, et qu'il valait mieux les ignorer. Ils ajoutèrent, presque distraitement, que si j'étais vraiment nerveux, je pouvais toujours appeler la police. Je restais paralysé par l'hésitation. C'était leur maison, après tout, et je n'avais jamais composé le numéro des urgences, jamais vécu une situation semblable. Je choisis de leur faire confiance. Ce n'est qu'avec le recul que je compris l'étrangeté de cette conversation, la façon insidieuse dont ils m'avaient presque convaincu de ne pas m'inquiéter. Comment pouvait-il être aussi sûr de l'innocuité de ces gens, alors qu'ils prétendaient n'avoir jamais eu le moindre contact avec eux ? Je retournai à la fenêtre. Le champ était vide. Plus une silhouette, plus une ombre près de la lisière des arbres. Le vent balayait l'herbe dans un murmure sourd et le silence retombait, épais, oppressant. Je restais pourtant aux aguets, passant d'une fenêtre à l'autre pendant des heures. Il devait être au moins 1 heure du matin. Je ne me sentais plus réellement en danger, mais certainement pas en sécurité. Dormir m'était inconcevable, malgré la lourdeur qui pesait sur mes paupières. Ces figures immobiles, là dehors, continuaient de hanter mon esprit. Pour m'occuper, je me levai afin de remplir un autre verre d'eau. En avançant dans le couloir, un léger craquement résonna au-dessus de moi. Je m'immobilisai. Le bruit se répéta. Je levai les yeux vers le plafond. Il n'y avait pourtant pas d'étage dans cette maison. Puis vinrent des pas lourds, traînants, qui se déplacèrent lentement sur le toit avant de s'arrêter juste au-dessus de la porte d'entrée. Mon cœur se serra, mon corps se figea. Je fixai le couloir menant à la porte. Un coup sourd retentit. Je reculai prudemment, le plancher gémissant sous mes pas, cherchant à rejoindre la chambre pour m'y enfermer. Avant que j'y parvienne, mon téléphone se mit à vibrer. Les propriétaires m'appelaient. J'hésitais puis décrochais. D'une voix étrangement calme, presque inhumaine, il me dit que tout allait bien, mais que je devais sortir immédiatement de la maison et partir. Je protestais, lui affirmant que des gens étaient là, devant la porte, à cet instant même. Un silence pesa, puis il répéta, mot pour mot,
que je devais sortir, que ces personnes ne me feraient aucun mal. J'étais sous le choc. À son ton, je compris qu'il savait déjà. Il savait qu'ils étaient là. Les coups à la porte reprirent, plus violents, impatients. Autour de la maison, j'entendais plusieurs pas écraser l'herbe humide. Le temps m'échappait. Ma seule option était de lui obéir, en espérant désespérément qu'il disait vrai. Je m'approchai de la porte. Lorsque ma main se posa sur la poignée, les coups cessèrent. J'ouvris. 2 hommes âgés se tenaient là, le visage buriné, les traits figés, sans la moindre émotion. Sur le côté de la maison, des pas continuaient de se déplacer dans l'herbe, puis plus rien. Un silence absolu. Tremblant, transi par l'air nocturne qui mordait ma peau, je sortis. Ils me regardèrent passer sans prononcer un mot, tandis que je rejoignais ma voiture et quittais la propriété, le souffle court, le cœur battant, laissant derrière moi cette maison et ses secrets. Une fois hors de danger, les mains encore engourdies par le froid, je tentais de rappeler le propriétaire pour comprendre ce qui venait de se produire. La tonalité ne vint jamais. Il m'avait bloqué. Et, contre toute intuition, je ne contactais pas la police. J'hésitais trop longtemps, rongé par un malaise diffus. Appeler les forces de l'ordre pour une maison qui n'était pas la mienne, sans y avoir été invité, me semblait déplacé. Tout, dans l'attitude des propriétaires, donnait l'impression qu'ils voulaient garder leur secret, me laisser à l'écart de ce qui se tramait réellement entre ces murs. Je frissonne encore en imaginant ce qui aurait pu arriver si je n'avais pas obéi, si j'étais resté à l'intérieur. Je suis convaincu que ce groupe aurait fini par forcer l'entrée, et je doute profondément qu'ils m'auraient laissé partir vivant si la situation avait dégénéré. Le simple souvenir de cette possibilité fait remonter une odeur métallique de peur au fond de ma gorge, mêlée au souffle glacé de cette nuit. Presque une décennie s'est écoulée depuis ces événements, et pourtant ils reviennent me hanter, par vagues, lorsque le silence est trop profond ou que l'air nocturne se fait trop froid. Je n'ai jamais compris ce qui se passait réellement dans cette maison perdue au milieu des plaines. Et peut-être que, quelque part, il valait mieux ne jamais le savoir. Je travaille pour la municipalité en tant que prestataire polyvalent, chargé de tous ces travaux ordinaires que la ville exige pour continuer de respirer. Une grande partie de mes missions suit le rythme des saisons, et cet épisode survint en plein hiver. À cette période, la majorité de mes nuits se passaient au volant d'un chasse-neige, à dégager les routes ensevelies. Même lorsque la neige cessait de tomber, je sillonnais encore les rues pour répandre le sel, ou repousser les amas oubliés des jours précédents. Chaque année, je demandais volontairement à basculer sur les horaires nocturnes. La nuit rendait tout plus calme, presque sacré. Les routes désertes, le ciel opaque, le monde figé sous le froid rendaient le travail étrangement apaisant. Ce soir-là, je pointais à l'entrepôt à 10 heures du soir. Une tempête monumentale traversait déjà la ville depuis plusieurs heures. Le vent hurlait contre les murs métalliques, charriant une odeur de neige humide et de sel. Je consultais rapidement les secteurs qui m'étaient assignés, pris les clés, puis grimpais dans le camion. Même les routes récemment dégagées disparaissaient à nouveau sous des nappes épaisses de neige. La visibilité était déplorable, avalée par le rideau blanc qui tombait sans relâche. Heureusement, personne d'autre ne semblait assez fou pour circuler cette nuit-là. Après environ 20 minutes de conduite prudente, j'atteignis la partie sud-est de la ville. Je connaissais ce secteur par cœur. C'était le quartier le plus ancien, des maisons debout depuis si longtemps que plus personne ne se souvenait de leur origine. Certaines avaient été reconstruites, d'autres défigurées par des rénovations modernes, car on venait désormais ici davantage pour le terrain que pour les bâtisses elles-mêmes. L'espace y était vaste, le silence profond. Le seul véritable inconvénient pour mon travail résidait dans les routes, étroites, presque étouffées entre les fossés. Des voies d'une largeur bâtarde, à peine une voie et demie, trop larges pour être rassurantes, trop étroites pour permettre à 2 véhicules de se croiser sans ralentir. Avec un chasse-neige, la moindre erreur pouvait devenir un piège. Mais de nuit, je n'avais généralement personne à éviter.
Je commençais à serpenter entre les rues, poussant la neige sur les bas-côtés. Un quartier aussi étendu demande du temps. J'étais resté près de l'entrée du secteur pendant presque 2 heures. Je me souviens avoir jeté un œil à l'horloge du tableau de bord. Il devait être près d'1 heure du matin lorsque je m'enfonçais plus profondément vers l'arrière du quartier. C'est alors que je faillis percuter une voiture. Je dus freiner brutalement. Dans la tempête, je ne l'avais distingué qu'à une 30aine de pieds devant moi. Un vieux véhicule rouge sombre, cabossé, immobilisé en plein milieu de la route. Impossible de le contourner, même avec une voiture ordinaire. J'attendis quelques instants. Aucun clignotant, aucun mouvement. Je supposais qu'il était enlisé. Je mis le camion à l'arrêt et descendis, m'enfonçant dans la neige épaisse jusqu'aux mollets. Le vent mordait ma peau, sifflait à mes oreilles. À peine étais-je à quelques pas que la portière du conducteur s'ouvrit brusquement et un homme en sortit. Alors que je commençais à lui demander s'il était bloqué et s'il avait besoin d'aide, un malaise viscéral me saisit. Il était d'une maigreur inquiétante. Ses cheveux étaient emmêlés, fouettés par le vent, et son visage semblait vidé de toute chaleur, creusé par une fatigue ancienne. Pourtant, ses yeux restaient grands ouverts, brillants d'une lueur malsaine, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours, porté par une énergie artificielle. Je changeai aussitôt de ton et lui demandai simplement s'il allait bien. Il n'allait clairement pas bien. Je fis un pas de plus pour l'aider. Il marmonna quelque chose, à peine audible sous les rafales. Je lui demandai de répéter. Sa voix se fit plus distincte, un seul mot, soufflé avec dureté. « Pars !» Je lui répondis que je voulais seulement m'assurer qu'il ne lui arrivait rien. Cette fois, il cria presque, la voix cassée, chargée d'une colère sourde. « Pars !» Je reculai. Le froid me transperçait désormais jusqu'aux os. Lorsque je remontai dans mon camion, il avait déjà démarré et disparu dans le voile blanc de la tempête. Je restai immobile un moment, le moteur grondant faiblement, le cœur battant trop vite. Je ne savais pas ce qui clochait chez cet homme, mais quelque chose n'allait pas. Je pensais appeler la police, tant la scène m'avait troublé. Mais je n'avais pas relevé sa plaque, et je me convainquis que cela ne servirait à rien. Peut-être traversait-il simplement la pire nuit de sa vie. Je repris finalement mon travail. Pendant encore une demi-heure, je continuais à déblayer les rues, sans croiser la moindre autre âme vivante, seulement accompagné par le hurlement du vent et le crissement sourd de la neige sous la lame du chasse-neige. Même la neige étendue sur les chaussées portait à peine la trace de pneus. On aurait dit que la ville entière s'était murée chez elle pour affronter la tempête, laissant dehors un silence gelé, presque irréel. Je continuais machinalement mon travail, la lame raclant l'asphalte invisible, l'esprit engourdi, me demandant quand cette neige cesserait enfin de tomber. Quand je dus, une fois de plus, écraser la pédale de frein. Devant moi se trouvait la même voiture, l'ancienne berline rouge sombre, immobile, en plein milieu de la route. Cette fois pourtant, l'endroit était différent. Je balayais les alentours du regard. Une seule maison se dressait sur ce tronçon isolé, noyé dans la blancheur, semblable à un bloc d'ombre figé sous le blizzard. J'attendis une 30aine de secondes, puis fis retentir brièvement le klaxon. Aucun signe de vie. La voiture resta là, muette, obstinée. Une inquiétude sourde se glissa dans ma poitrine. C'en était trop. Je pris mon téléphone et appelai la police pour signaler ce comportement anormal. La plaque d'immatriculation était illisible, dissimulée sous une couche de neige ou avalée par la tempête. Impossible de le dire à distance. Je descendis donc du camion pour m'approcher. C'est alors que je vis, à travers les vitres embuées, que l'habitacle était vide. Personne. Rien. Je continuais de parler à l'opérateur, lui expliquant que l'homme avait disparu. Quand un son déchira le vent. Un cri. Lointain, étouffé, mais humain. Il provenait de la maison au bord de la route. Je fis quelques pas, le cœur battant, doutant encore de ce que j'avais entendu. Puis le cri retentit à nouveau. Et je vis la porte d'entrée grande ouverte, béante comme une blessure.
Tout s'agença brutalement dans mon esprit. La voiture abandonnée, l'homme absent, la maison ouverte. Quelque chose d'horrible était en train de se produire. Je criais en courant dans la neige épaisse vers l'entrée, informant l'opérateur de chaque détail. Il me supplia d'attendre dans mon véhicule jusqu'à l'arrivée d'une patrouille. Je n'écoutais pas. À l'intérieur, la maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une lumière blafarde filtrant d'un couloir à l'étage. Des hurlements déchirants résonnaient, la voix d'une femme appelant à l'aide, étouffée par le fracas répété d'un corps s'abattant violemment contre une porte de chambre. Je montais l'escalier en trombe. Là-haut, je le vis. Le même homme. Le visage déformé par une rage inhumaine. Il s'acharnait contre la porte, frappant de l'épaule, donnant des coups de pied, tentant désespérément de l'enfoncer. Il ne se retourna même pas en m'entendant arriver. Il ne réagit qu'au moment où je l'attrapais et le tirais en arrière. Il se débattit sauvagement. Nous luttâmes dans le couloir glacé, jusqu'à ce que je parvienne à le maîtriser et à le maintenir éloigné de la porte. Ce n'est qu'en le plaquant au sol que j'aperçus, à l'autre bout du couloir, un couteau gisant sur le plancher. J'en compris aussitôt la portée. Il avait tenté de s'en saisir, sans doute, et l'avait laissé tomber dans la confusion. En voyant cette lame froide luire sous la lumière tremblante, je réalisais à quel point j'avais eu de la chance. Au bout de quelques minutes, ses forces l'abandonnèrent. Lorsque la police arriva, ils le menottèrent et l'emmenèrent sans un mot. Par la suite, beaucoup de choses me parurent évidentes, mais les détails me furent toujours refusés. J'appris seulement que la maison était celle de son ex-femme, un lieu où il avait autrefois vécu. Il avait tout perdu dans le divorce, y compris la raison. C'est tout ce que j'ai su. Parfois, une culpabilité sourde me ronge encore. J'aurais dû appeler la police dès la première rencontre. J'avais ressenti ce malaise, ce froid dans la poitrine. Je n'imaginais simplement pas que cela puisse être aussi terrible. Heureusement, cette nuit-là, tout le monde s'en est sorti vivant. Mais le souvenir, lui, demeure, aussi mordant que l'air glacé de cette tempête. Récemment, j'ai accepté un travail de livraison nocturne. Plusieurs entreprises proposent ce genre de mission, et après avoir passé des années comme chauffeur Uber, j'y ai vu une rupture bienvenue. Le poste porte officiellement le nom de conducteur flexible. On utilise son propre véhicule, on livre à des horaires mouvants, souvent imprévisibles. J'ai toujours privilégié les tournées de nuit pour la rémunération plus élevée et pour la tranquillité trompeuse qu'offre l'obscurité. La quasi-totalité de mes trajets consistait à récupérer des colis Amazon pour les déposer aux quatre coins de la ville. Le système semblait encore mal rodé. Les livraisons étaient rarement regroupées, m'obligeant à parcourir de longues distances entre deux adresses. Cette nuit-là, j'avais commencé tard, aux alentours de 11 heures. Je passais brièvement par l'entrepôt récupérer mes paquets, puis je me lançais sur la route. Les premières livraisons s'enchaînèrent sans incident. Puis vint la suivante, anormalement éloignée, près de 40 minutes de trajet pour un seul colis. J'étais payé pour, certes, mais la route paraissait interminable. Je traversais une zone plus sombre de la ville, un quartier que je connaissais mal, où les lampadaires semblaient faiblir et où l'air portait une odeur de béton humide et de froid stagnant. En lisant l'étiquette, je remarquais un numéro d'unité. Mauvais signe. Cela annonçait presque toujours un immeuble d'appartement, avec son lot habituel de complications. Salle de colis inaccessible, entrée verrouillée, indications absentes ou erronées. Lorsque j'arrivais à destination, mon pressentiment se confirma. Le bâtiment était ancien, délabré, comme oublié par le temps. Il aurait dû être rasé depuis des années. Pourtant, quelques fenêtres diffusaient encore une lumière jaunâtre, fragile, comme des yeux à moitié ouverts dans la nuit. Le silence régnait. Aucun pas, aucun moteur, seulement le souffle froid du vent. Je pris le colis et fis le tour du bâtiment jusqu'à la salle de réception. Porte close. Aucun code. Je revins vers l'entrée principale. Le hall était également verrouillé. Dans ce genre de situation, la procédure est simple. Déposer le colis devant la porte.
Mais en moins d'1 minute, quelqu'un s'approcha de moi. Un homme grand, enveloppé dans une épaisse veste d'hiver, surgit de l'ombre. Il devait avoir une 50aine d'années. Sa barbe grise encadrait un visage dur, indéchiffrable. Il me salua d'un ton banal, presque trop normal. Je hochai la tête et m'écartai, pensant qu'il souhaitait entrer. Pourtant, il s'arrêta juste à côté de moi et demeura immobile, silencieux. Je m'excusai et fis un pas en arrière, lui indiquant qu'il pouvait passer, expliquant que je déposais simplement un colis. Il répondit calmement qu'il n'y avait aucun souci, puis me demanda comment se déroulait ma nuit. Il n'avait pas bougé d'1 centimètre. C'est alors que je compris. Il ne cherchait pas à entrer. Il cherchait à parler. Cette prise de conscience me glaça. Nous étions seuls, dehors, aux alentours de 2 heures du matin, dans un quartier désert. Je répondis maladroitement que tout allait bien, que je faisais des livraisons, et j'inventai une excuse, disant que j'étais en retard. Je me dirigeais vers ma voiture. Derrière moi, je l'entendis continuer à parler, me poser des questions sur mon travail, comme s'il n'avait rien entendu. Il fit quelques pas dans ma direction. Je montai dans mon véhicule et quittai le parking sans me retourner. Quelque chose n'allait pas. Le simple fait d'être dans ce quartier rendait la scène encore plus inquiétante. Je tentais de me rassurer. J'étais parti. Rien de grave ne s'était produit. Quelques minutes plus loin, je m'arrêtai sur le bas-côté pour réorganiser les colis et consulter la prochaine livraison. L'une d'elles se trouvait à une 15aine de minutes. J'activai mon clignotant pour reprendre la route. Dans mon rétroviseur, j'aperçus une voiture approcher. J'attendis qu'elle passe. Au lieu de cela, elle ralentit, puis se gara sur l'accotement, juste derrière moi. Un frisson me parcourut. Je ne restai pas pour comprendre. Je m'engageai immédiatement sur la route et repris ma trajectoire vers la prochaine adresse. Je me persuadais qu'il s'agissait d'une coïncidence, d'une nuit simplement étrange, alourdie par la fatigue. 15 minutes plus tard, j'arrivais devant la maison indiquée sur mon écran. C'était une maison banale, semblable à toutes les autres, dans un quartier d'une normalité rassurante en apparence. Je vérifiais que j'avais le bon colis, puis m'engageais dans l'allée avant de m'approcher de la porte. À peine une 20aine de secondes s'était écoulée qu'une lueur surgit au bout de la rue. Je me retournai, jetant un regard par-dessus mon épaule, et aperçus une voiture avançant lentement, presque à pas feutrés. Lorsqu'elle s'immobilisa juste derrière la mienne, un froid brutal me saisit, comme si l'air s'était figé autour de moi. Je n'avais jamais clairement distingué le véhicule qui avait tenté de s'arrêter derrière moi plus tôt. Mais cette fois, la coïncidence était trop lourde pour être ignorée. J'en étais certain. C'était la même voiture qu'1 quart d'heure auparavant. Et c'est seulement à cet instant que l'évidence me frappa. Trop tard, elle appartenait au même homme croisé près de l'immeuble. L'idée me sembla d'abord absurde, irréelle. Pourtant, lorsque je croisais son regard à travers la vitre, toute hésitation s'évanouit. Il fallait partir, maintenant. Je me mis à courir vers ma voiture. En me voyant détaler, il manœuvra brutalement son véhicule pour bloquer l'avant du mien, puis en sortit au moment précis où je me jetais à l'intérieur. Le visage faussement aimable de tout à l'heure avait disparu. À sa place, une colère brute, déformant ses traits. Il se rua sur ma fenêtre et se mit à la frapper à coups de poing. Je tentais de reculer pour le contourner, mais il se plaça aussitôt devant le capot. Il hurlait, pas des phrases, pas même une langue reconnaissable. Une bouillie de sons incohérents, crachés dans la nuit glacée, qui faisait vibrer l'air comme une menace primitive. Je continuais à reculer lentement, le cœur battant à m'en rompre la poitrine, jusqu'à ce qu'il renonce et court vers sa voiture. À cet instant, j'enfonçai l'accélérateur et le dépassai à toute vitesse. Je savais qu'il me suivrait. Les mains tremblantes, je composais le numéro des urgences et implorais de l'aide. Un agent se trouvait non loin. On me demanda de continuer à rouler et d'indiquer ma position en temps réel. Après 1 ou 2 minutes, le temps m'échappait, je remarquai soudain que le véhicule derrière moi avait disparu. Peu après, je rejoignis une patrouille. Pour être honnête, je m'attendais à ne jamais savoir qui il était.
Mais l'homme avait commis une erreur grotesque. Le colis livré à l'immeuble, c'était lui qui l'avait commandé, utilisant une adresse d'appartement inventée, tout en donnant son véritable nom. Le lendemain, ils le retrouvèrent encore sur place, rôdant autour du bâtiment, attendant un autre colis, sans doute prêt à recommencer. Lors de l'interrogatoire, il fut décrit comme profondément psychotique, incapable d'expliquer ses actes. Cette réponse ne me rassura pas. Elle me glaça davantage. Savoir que l'on peut croiser, au détour d'une nuit ordinaire, quelqu'un animé d'intentions abjectes, sans logique ni raison, est une pensée terrifiante. Je suis convaincu que si je n'avais pas réussi à m'échapper, rien n'aurait pu l'empêcher de mener à bien ce qu'il avait en tête. Je vis à Dorset, dans le Vermont, un recoin montagneux où l'isolement règne comme une loi ancienne. Là-bas, les sentiers serpentent entre les arbres sombres, et je m'y aventure souvent, tantôt en marchant, tantôt en dévalant les pentes d'un pas rythmé, presque dansant. Depuis mon propre jardin, je peux m'enfoncer directement dans les bois et rejoindre l'un de ces chemins que je parcours inlassablement, comme s'il faisait partie de moi. Un soir, après être rentré du travail, j'ai troqué mes vêtements du quotidien contre ma tenue de course. L'air était déjà froid lorsque, à 6h45, je me suis engagé sur le sentier. Ce jour-là, Murphy, ma chienne de chasse au regard vif, m'accompagnait. Nous avons d'abord marché 5 minutes, puis nos pas se sont accordés à un lent jogging. Murphy est toujours un plaisir à promener. Elle ne tire jamais, reste calme, fidèle à mon flanc, et le chemin est assez large pour qu'elle conserve mon allure sans effort. Je courais la tête levée, respirant l'odeur humide de la terre et des feuilles, lorsque la laisse s'est brusquement tendue. Je me suis arrêté net. Murphy s'était figé. Ses oreilles frémissaient, bondissant légèrement, ce frisson typique des chiens courants quand un son lointain perce le silence. Dans cette forêt, cela aurait pu être n'importe quoi. Un cerf, un écureuil, peut-être un autre promeneur. J'ai tenté de la faire avancer, riant presque de sa méfiance, pensant qu'elle s'inquiétait pour rien. Mais ce n'était pas rien. En suivant son regard, j'ai aperçu une silhouette, plus bas sur le sentier, dans notre dos. Un homme. Il ne cherchait pas à se cacher, ses yeux étaient fixés sur nous. Je lui ai fait un signe de la main, feignant la cordialité, puis j'ai tiré doucement Murphy en lui murmurant d'avancer. Elle a fini par obéir, tout en jetant 2 regards nerveux derrière elle. Cela m'était déjà arrivé. Sur ces chemins étroits, certains préfèrent attendre que je m'éloigne pour éviter de croiser le chien. Pourtant, à cette heure tardive, alors que la lumière déclinait et que le froid mordait davantage, la présence d'autrui était inhabituelle. Je n'ai même pas remarqué si l'homme m'avait répondu. À cet instant, tout me semblait encore normal. 1 minute plus tard, Murphy s'est arrêtée de nouveau. Cette fois, elle a levé la tête et s'est mise à aboyer vers l'avant. Je l'ai vue immédiatement. Un autre homme avançait lentement vers nous. Je lui ai adressé un signe, resté sans réponse. Je me suis immobilisé, retenant Murphy contre moi, persuadé qu'il finirait par passer. Plus il approchait, plus son pas ralentissait, comme s'il savourait chaque seconde. Lorsqu'il fut assez près pour m'entendre, je lui ai dit que Murphy était gentille, qu'il pouvait continuer. C'est à cet instant que l'angoisse m'a glacé. Il a soutenu mon regard, impassible, et a continué d'avancer inexorablement. Murphy s'est alors retourné brusquement et s'est mise à aboyer derrière nous. Je me suis retourné à mon tour, le cœur prêt à éclater. Le premier homme était là, à moins de 2 mètres, s'approchant lentement, silencieux. L'air semblait soudain plus froid, plus lourd, chargé d'une odeur âcre de peur. Je savais que quelque chose d'horrible allait se produire. Il n'y eut que quelques secondes entre cette certitude et le moment où 2 bras se sont refermés autour de moi par derrière. Devant moi, l'autre homme s'est mis à charger. Les aboiements de Murphy se sont transformés en grognements sauvages, presque fous. Puis un cri a déchiré la forêt. Murphy venait de planter ses crocs dans une jambe,
s'y accrochant avec une rage que je ne lui connaissais pas, refusant de lâcher prise tandis que le sentier résonnait d'échos et de terreur. Ce hurlement de douleur contraignit l'homme à desserrer son étreinte, me libérant enfin et m'offrant l'occasion de me jeter sur l'autre, de le plaquer violemment contre le sol glacé du sentier. L'air brûlait mes poumons, saturé d'odeurs de terre humide et de peur. Il me fallut un instant et un peu de force pour ordonner à Murphy de relâcher sa mâchoire crispée autour de la jambe ensanglantée. Lorsqu'elle obéit enfin, nous avons détalé à travers la forêt, nos pas résonnant comme une fuite désespérée entre les arbres noirs. Celui que j'avais projeté à terre ne tenta rien. Après la morsure infligée à son complice, toute velléité de lutte semblait l'avoir quitté. Il avait sans doute compris, à cet instant précis, que l'équilibre s'était inversé. Quant à moi, je n'avais aucune intention de rester une seconde de plus pour deviner leur dessein véritable. Nous avons regagné la maison en 5 minutes à peine, uniquement parce que nous courions à perdre haleine, le froid fouettant nos visages, le cœur battant à rompre. Une fois à l'abri, j'ai inspecté Murphy avec des mains tremblantes, cherchant la moindre trace de blessure. Il n'y en avait aucune. Elle allait bien. Ma reconnaissance envers elle était sans limite. Aujourd'hui encore, Murphy est vivante et en pleine forme, âgée de 9 ans. Et je considère toujours comme une étrange bénédiction le fait que, l'un des rares soirs où j'avais décidé de l'emmener avec moi, ce soit précisément cette nuit-là que j'ai croisé ces deux silhouettes inquiétantes, tapies dans les profondeurs glacées de la forêt. Ma chienne, une pitbull nommée Cali, dormait toujours dans ma chambre, tout près de moi. Ma chambre était aménagée en mezzanine, perchée au-dessus du reste de la maison, comme un nid suspendu dans l'ombre. Elle possédait aussi un immense placard, surélevé, auquel on accédait grâce à un petit marchepied branlant. On n'y entreposait, en apparence, que des jouets d'enfance oubliés, vestiges poussiéreux d'années révolues. Une nuit, un grondement sourd m'arracha au sommeil. Je me redressai brusquement et aperçus Cali immobile au centre de la pièce, le corps tendu, les muscles prêts à bondir. Son regard était fixé vers le haut, droit sur la porte béante du placard. À 14 ans, l'idée même de ce qui pouvait provoquer un tel avertissement me glaça le sang. L'air semblait soudain plus froid, chargé d'une odeur métallique et inconnue. Je l'appelai près de moi, cherchant à la rassurer en caressant son échine tremblante. Elle se lécha lentement les babines, cessa de grogner et posa enfin les yeux sur moi. J'osai jeter un dernier regard vers le placard plongé dans l'obscurité. Le silence était revenu. Convaincu que mon imagination amplifiait tout, je me rendormis sans peine, Cali blottie contre moi. Je me réveillai de nouveau. Dieu seul sait combien d'heures plus tard, au son de ses aboiements furieux. Elle se tenait encore une fois au milieu de la chambre, hurlant vers le placard. Agacé et à moitié endormi, je lui ordonnai de se taire. Elle me fixa alors, silencieuse. Et c'est à cet instant qu'un bruit sec retentit. Un bocal de briques en plastique se renversa à l'intérieur du placard. Le chaos éclata. Cali devint incontrôlable, aboyant à plein poumon, tentant de grimper au marchepied, griffant le mur avec frénésie. La porte de ma chambre s'ouvrit à la volée. Mon père monta les escaliers en hurlant, demandant ce qui se passait. La voix tremblante, je lui criai de vérifier le placard, qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Il passa devant Cali, monta sur le marchepied et ouvrit la porte. Aussitôt, une silhouette jaillit. Un homme vêtu d'un jean, d'un sweat à capuche noire et d'un bonnet sombre. Il repoussa violemment mon père, qui chuta lourdement sur le dos. L'intrus s'élança hors de la chambre et dévala les escaliers. Cali partit à sa poursuite. J'entendis leurs pas précipités résonner dans la maison, puis un cri aigu, déchirant, empli de douleur. Mon père et moi descendîmes en courant jusqu'au salon. Là, sous la lumière crue, Cali avait planté ses crocs dans le bras de l'homme. Le tapis était maculé de sang. Elle l'avait mordu à la jambe et au bras, avec une rage protectrice presque animale. Mon père parvint à la faire lâcher prise et m'ordonna de la remonter dans ma chambre pendant qu'il appelait la police. L'homme gémissait encore lorsque les agents entrèrent calmement, l'examinèrent brièvement, puis le relevèrent ensemble. À l'extérieur,
Une ambulance arriva 10 minutes plus tard et l'emmena loin de notre maison. Les jours suivants, mon père passa de longues heures à parler avec des avocats afin de poursuivre l'intrus pour violation de domicile. Il remporta l'affaire, bien sûr. Il ne m'a jamais révélé la somme obtenue, mais il s'est assuré que je comprenne une chose. Cette nuit-là, dans le froid et l'obscurité, Cali avait sauvé toute notre famille. Le tout premier chien de ma vie entra dans mon existence en 1992, alors que je n'avais que 10 ans. Après des mois d'insistance, mes parents cédèrent enfin et acceptèrent que j'adopte un berger allemand, la race que j'aimais plus que tout autre. Une seule règle accompagna leur accord. Je devais le promener 2 fois par jour, sans exception, une fois l'après-midi et une autre à la tombée de la nuit. Il s'appelait Calvin. C'est par une nuit de décembre, étouffé sous une épaisse chute de neige, que tout bascula. J'avais supplié mon père de me laisser simplement ouvrir la porte du jardin pour Calvin, mais il refusa, comme toujours. Les promenades nocturnes étaient devenues une corvée pesante. J'enfilai mes bottes de neige, un sweat, une veste par-dessus, puis mon bonnet, me préparant à affronter la tempête et le froid mordant. Nous nous engageâmes dans les rues du quartier, Calvin tirant sur la laisse avec son impatience habituelle. Le silence était total. Aucune voiture, aucun moteur, seulement le vent et la neige. Nous longions la lisière du bois, là où les maisons s'effacent et où la forêt commence, et je me demandais si les routes avaient enfin été dégagées. C'est à l'intersection de 2 rues désertes, aux abords des arbres sombres, que je le rencontrai. Le premier signe fut le bruit de pas derrière moi, un craquement régulier dans la neige tassée. Calvin se retourna avant moi et aboya 2 fois, sec et nerveux. L'homme était emmitouflé dans des vêtements d'hiver, une écharpe dissimulant la moitié de son visage. Seuls ses yeux étaient visibles, ternes et fixes, et malgré cela je devinais qu'il avait dépassé la quarantaine. Sa voix, étouffée par le tissu, se voulut aimable lorsqu'il m'adressa la parole. Puis, sans prévenir, il ramassa de la neige, la façonna en boule et me la lança, comme dans un jeu maladroit. Je l'évitai par réflexe, le cœur soudain accéléré, incapable de comprendre ses intentions. Il s'approcha davantage et posa la main sur Calvin, le caressant longuement. Une gêne sourde me serra la poitrine. Lorsqu'il se redressa, il posa son épaule contre moi et murmura que je ne devrais pas être seul dehors par une nuit pareille. Je crois lui avoir répondu que je ne l'étais pas, que j'étais avec mon chien. D'autres mots furent échangés, flous, insignifiants, puis je m'éloignai sans même lui dire adieu. Je ne me retournai pas, mais Calvin, lui, n'arrêtait pas de regarder derrière nous. De nouveau, j'entendis les pas dans la neige. Je compris qu'il nous suivait. Je pensais d'abord qu'il se dirigeait simplement vers sa propre maison. Cette illusion se brisa lorsque les pas accélérèrent brusquement, lourds et pressants. Calvin se retourna et se mit à aboyer avec rage. L'homme m'attrapa alors. Un bras m'en serra violemment, l'autre se plaqua sur ma bouche, étouffant mon cri. Calvin attaqua aussitôt, ses crocs cherchant la chair, mais les couches épaisses de vêtements amortissaient les morsures. Pourtant, la douleur finit par atteindre l'homme. Il me lâcha enfin et se tourna vers Calvin, le frappant à coups de pied, encore et encore, jusqu'à ce qu'il renonce. Il s'enfuit vers les bois. Calvin se lança à sa poursuite avec une force telle que la laisse céda net. Je le vis disparaître entre les arbres et ses aboiements se perdirent dans l'obscurité glaciale. Je hurlai son nom jusqu'à en perdre la voix, puis je rentrai chez moi en pleurs, expliquant à mes parents que Calvin avait poursuivi un homme et qu'il n'était jamais revenu. Je passai la nuit entière éveillé, espérant entendre ses pattes gratter à la porte. Il ne revint jamais. Calvin fut mon premier chien, et sa disparition fut mon premier véritable chagrin. J'aime croire qu'il fut recueilli quelque part, conduit dans un refuge par une main bienveillante, car au fond de moi, je sais une chose. Cette nuit-là, dans le froid et la neige, Calvin m'a sauvé la vie. Je vis dans une ferme isolée du comté de Bucks, en Pennsylvanie,
un lieu où la nuit s'étend comme un manteau lourd et silencieux. Nous n'y sommes que 3 âmes, ma femme, notre fils encore nourrisson, et Jessie, mon Rottweiler. De mai à octobre, Jessie dort dehors, dans sa niche, sentinelle fidèle plantée aux abords de la maison. Sa présence dissuade les intrus autant qu'elle nous évite d'être réveillés pour ses allées et venues nocturnes. Un câble fixé à son collier le relie à sa niche, l'empêchant de s'égarer dans l'obscurité des champs. Il est rare de l'entendre aboyer la nuit. Et lorsqu'il le fait, je vais toujours vérifier. Il a été dressé pour signaler ce qui n'a rien à faire là. Cette nuit-là, cependant, son cri rauque nous tira du sommeil vers 1h30 du matin. Ma femme se redressa aussitôt, le cœur serré. Je lui dis de rester au lit. J'allais voir. J'enfilai mes chaussures à la hâte, passai un peignoir sur mes épaules et sortis dans l'air glacé. Jessie me remarqua à peine avant de reprendre ses aboiements, fixés vers les cultures. Je retournai chercher une lampe torche et sa laisse. Je comptais m'aventurer avec lui dans les champs. Dès que j'attachai la laisse à son collier, il comprit et prit la tête, décidé, presque pressé. Nous pénétrâmes dans le champ de maïs. La lampe était allumée, mais elle ne révélait rien d'autre que des tiges humides me fouettant le visage. L'odeur de terre froide et de feuilles écrasées saturait l'air. Jessie ne grognait plus, mais il avançait avec une certitude troublante, comme s'il suivait une piste invisible. Soudain, il s'arrêta. Plus un mouvement, plus un bruit. Il leva la tête, immobile. Je ne savais pas s'il écoutait, s'il voyait quelque chose, ou s'il hésitait. Le silence nous enveloppa. Puis, non loin, les cultures frémirent brusquement, froissées par un passage furtif. Jessie tournait la tête dans tous les sens, gauche, droite, encore gauche, comme si les sons l'assaillaient de partout. Il recommença à tirer en aboyant, mais cette fois je le retins. La gorge sèche, j'avalai ma salive et lançai dans la nuit que nous étions sur une propriété privée et que tout intrus serait conduit en prison. Il me fallut plus de courage que je ne veux l'admettre pour prononcer cette menace vide. Les mots se perdirent dans l'obscurité, puis vinrent les cris. Un hurlement de femme, strident, affolé, presque inhumain. Jessie tenta de courir vers cette voix, mais plus nous avancions, plus elle semblait s'éloigner, jusqu'à s'éteindre brusquement. Jessie s'arrêta de nouveau, scrutant l'espace autour de nous. Et alors, quelqu'un passa tout près, fendant les cultures à une vitesse folle. J'aperçus des tiges s'écarter à environ 1,5 mètre de mon visage. Cette fois, je libérai Jessie. Je lui ordonnai de poursuivre. Il disparut en quelques secondes. J'entendais encore ses aboiements, de plus en plus lointains, tandis que je restais seul, tremblant, au milieu du champ. La peur me clouait sur place. Je n'osais plus bouger, de crainte de trahir ma position. J'étais terrifié comme un enfant perdu dans le noir. Puis l'horreur absolue se produisit. Derrière moi, des plans furent écartés. Quelque chose saisit mon épaule droite. Pas une tape légère, non. Une poigne brutale, écrasante, qui serra jusqu'à la douleur. Je hurlai. Sans me retourner, je me mis à courir, fuyant à l'aveugle vers la direction que j'estimais, à 90%, menée vers la maison, le souffle court, le froid me mordant la peau, persuadé que je ne sortirais jamais vivant de ces champs. Sur le chemin du retour, j'entendais encore les aboiements de Jessie, lointains, étouffés par l'épaisseur du champ et la nuit glaciale. Je n'avais pourtant aucune intention de repartir à sa recherche. Lorsque le toit de la maison apparut enfin, découpé dans l'obscurité, un soulagement presque religieux me traversa. Je rejaillis hors du maïs et posai le pied sur la pelouse arrière, l'air froid chargé d'humidité et de peur. Je dépassai le vieux chêne qui dominait la cour, longeai la niche vide de Jessie et me précipitai à l'intérieur par la porte arrière. Une fois à l'abri, je fis le tour de la maison, vérifiant chaque porte, chaque fenêtre, m'assurant que tout était solidement verrouillé. À ma femme, je ne dis presque rien, juste assez pour ne pas déclencher la panique, mais je lui avouai tout de même qu'il y avait quelqu'un, peut-être même plusieurs silhouettes, cachées dans les cultures. Nous appelâmes le bureau du shérif et restâmes éveillés longtemps, l'oreille tendue,
guettant le moindre bruit aux portes, priant surtout pour que Jessie revienne. Et, par une chance presque miraculeuse, il revint. Lorsqu'un adjoint remonta enfin le chemin de terre menant à la ferme, près d'une heure plus tard, il trouva Jessie assis calmement sur la terrasse arrière, comme s'il n'avait jamais quitté la maison. L'homme en uniforme ne put guère faire autre chose que consigner mon témoignage. Il le dit lui-même. Il n'était pas question pour lui de s'aventurer dans ce champ de maïs, pas en pleine nuit. Par précaution, nous laissâmes Jessie dormir à l'intérieur durant les nuits suivantes. Puis, après presque une semaine sans le moindre incident, la vie reprit son cours, lentement, prudemment. Depuis cette nuit-là, plus rien de semblable ne s'est produit. Mais le silence des champs, lui, n'a jamais cessé de me paraître menaçant.